Cet accord international sur la reprise des exportations des céréales, eh bien, il est le résultat des négociations menées notamment entre la Turquie et la Russie. Leurs présidents doivent à nouveau s'entretenir ce vendredi, cette fois-ci à Sotchi, où Recep Tayyip Erdogan sera reçu par Vladimir Poutine en personne. On en parle de cette rencontre avec notre invité Jean-Sylvestre Mongrenier. Bonjour, vous êtes notamment chercheur associé à l'Institut français de géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sur le dossier ukrainien, quelles sont les autres avancées que l'on peut attendre de cette rencontre au-delà des exportations de céréales ukrainiennes? Il n'y a pas grand-chose d'autre à attendre, me semble-t-il. Tout d'abord, sur cet accord, il faut quand même insister sur le fait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, ni même un seul jour, comme on disait autrefois. Et c'est dans la durée qu'on pourra voir si cet accord est solide. Donc là, on parle de trois nouveaux navires qui ont quitté Odessa. Je crois que derrière, il y a encore une dizaine d'autres navires qui sont chargés. Au total, il y a 26 millions de tonnes à évacuer dans l'immédiat, alors que la capacité d'exportation d'Odessa et des deux autres ports qui sont concernés par cet accord, ça doit être à peu près 3,5 millions de tonnes par mois. Et ça veut dire que dans la durée, il y a bien des développements qui sont possibles, bien des retournements de situation, bien des provocations. Il suffit d'ailleurs de regarder le devenir des accords de Minsk, Minsk 1 en 2014, Minsk 2 en 2015, avec les multiples violations du cessez-le-feu. Alors on n'est certainement pas là de signer un cessez-le-feu, de commencer à négocier une paix en Ukraine. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la Russie en Ukraine mène une guerre à but absolu. Ce n'est pas simplement quelques rectifications territoriales, quelques conquêtes à la marge, comme certains auraient voulu le croire en Occident. Il s'agit pour la Russie de reprendre le contrôle des destinées de l'Ukraine dans sa totalité. Alors, le ministre turc des Affaires étrangères a laissé entendre il y a 48 heures que c'était le bon moment pour tenter d'amorcer une trêve. On l'entend dans vos mots, que ce n'est pas que les éléments ne sont pas réunis. Vous pensez que cette rencontre à Sotchi ne pourrait pas être la première pierre justement pour une trêve? Non, je pense que c'est avant tout une rencontre bilatérale entre Turcs et Russes qui sont liés pas par ce que l'on pourrait appeler une entente brutale. La Turquie appartient à l'OTAN, respecte ses obligations dans le cadre de l'OTAN, il faut le rappeler, n'a pas hésité à dénoncer l'agression russe en Ukraine. Et puis simultanément, cette Turquie maintient quand même une certaine ambiguïté stratégique, développe une relation particulière depuis plusieurs années maintenant, depuis 2016 avec la Russie. Ça ne va pas sans confrontation. On pense à la Syrie, on pense à la Libye, on Justement. pense également aux rivalités dans le Caucase. Mais cette entente brutale, elle leur permet finalement de développer une sorte de condominium sur certaines zones. Et en mer Noire, finalement, au-delà du contenu de l'accord sur les céréales, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Russie et la Turquie, finalement, se posent comme les maîtres de la mer Noire, du bassin de la mer Noire. Alors justement, vous nous parlez d'un autre dossier qui sera forcément à l'ordre du jour, le dossier syrien. Dans ce pays, les intérêts russes et turcs s'entrechoquent, c'est la réalité du terrain. Et pourtant, Recep Tayyip Erdogan, lui, continue de menacer de nouvelles opérations militaires en Syrie, là où Moscou est engagé. Est-ce que ça veut dire que les deux hommes peuvent se mettre d'accord sur l'Ukraine et être en désaccord sur la Syrie, ou est-ce qu'ils peuvent aussi éventuellement avancer sur le dossier syrien aujourd'hui? Sur la question syrienne, ils ont déjà trouvé des points d'accord depuis 2016. Alors à chaque fois, ça se fait dans le cadre d'un rapport de force, avec parfois des confrontations extrêmement dures, mais au final, ils s'entendent quand même sur le partage des dépouilles. Il faut bien voir que depuis la première opération qui a été menée en 2016 par la Turquie, bouclier de l'Euphrate, ensuite elle a été suivie en 2018 par Rameau d'Olivier, plus récemment en 2019, il y a une autre opération qui a été menée et puis qui a permis d'étendre la zone de domination turque de l'autre côté de la frontière avec la Syrie. À chaque fois, ça s'est fait avec l'aval de la Russie. La Russie contrôle l'espace aérien et la Turquie, dans le cadre d'un rapport de force, j'insiste sur la chose, est parvenue à faire plier la Russie. Donc c'est ça dont on discute aujourd'hui. La Turquie veut parfaire sa domination sur une zone de sécurité en avant de ses frontières
sur à peu près 30 kilomètres de profondeur, et voilà ce que les deux hommes négocient. Mmh. Et donc, il y a des ajustements réciproques en fonction de l'évolution du rapport des forces. On peut penser que la conjoncture est favorable à Erdogan, hein, puisque Mmh. Poutine, la Russie, sont quand même bien absorbés par le conflit ukrainien. Hein, et puis plus largement, il y a une bataille géoéconomique, la question des sanctions, etc., Mmh. qui est source de tension sur le système russe en général. Là, et donc, Erdogan cherche à exploiter au mieux cette situation pour Alors faire avancer ses propres intérêts stratégiques. alors justement, ces tractations qui fonctionnent, alors que les Occidentaux, eux, ne parlent plus, par exemple, à Vladimir Poutine depuis un moment, qu'est-ce que ça dit du leadership turc, de son évolution ces dernières années? Le fait essentiel, bon, d'abord, ouais, on discute avec les Russes, hein, il n'y a pas eu Oui, mais il n'y a rupture pas des de rencontre relations. comme Recep Tayyip Erdogan en a de manière un peu privilégiée à Sotchi. Emmanuel Macron Oui, ne oui, va bien pas sûr. rencontrer Vladimir Poutine et Joe Biden ne va pas parler avec lui. La réalité, c'est que les deux hommes ne sont pas d'accord, mais qu'ils se serrent la main. Qu'est-ce que ça dit justement de cette influence qu'a réussi à imposer Recep Tayyip Erdogan? Le fait essentiel dans le cadre de la Turquie, et c'est quelque chose qui se joue depuis des années, c'est que ce pays, qui autrefois était considéré comme un pivot géopolitique, hein, c'est-à-dire que son importance, elle était avant tout due à sa situation névralgique à l'époque de la guerre froide, sur le flanc sud de l'URSS, ce pays est en train de devenir un acteur géostratégique de plein exercice. Hein. C'est-à-dire que c'est une puissance émergente, hein, qui compte, hein, de plus en plus, hein, qui développe son pouvoir, son influence, hein, dans son environnement régional, là, de la Méditerranée orientale à la mer Noire, au Caucase, qui a même des ambitions au-delà. Hein, donc il y a bel et bien une montée en puissance de la Turquie. Merci beaucoup Jean-Sylvestre Mongrenier d'avoir pris le temps de C'est moi. répondre à notre question pour comprendre un peu plus les enjeux de cette rencontre aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan à Sotchi.